Et alors, vous parliez justement du climat tout à l'heure. L'évolution, c'est une adaptation notamment aux changements climatiques qui ont eu lieu au fur et à mesure des siècles. Actuellement, on parle d'un changement climatique en cours, profond. Qu'est-ce que ce changement climatique en cours dont on parle tant peut avoir comme conséquence sur notre... Oui, je crois aucune. Parce que le changement climatique actuel prend l'allure d'un de ces changements climatiques qu'on a connus à de très nombreuses époques géologiques. Donc c'est pas extraordinaire. Qu'est-ce que c'est? C'est peut-être un changement de température latitudinale. C'est-à-dire qu'il fera peut-être plus chaud ici, ça va peut-être en prendre la route d'ailleurs, plus chaud ici qu'il ne faisait auparavant, statistiquement. Donc que l'homme ait un rôle là-dedans sans doute, et que du même coup il faille réduire cette pollution, je crois que c'est bien, sans exagérer, quoi. Quand on en faisait une vraie histoire dramatique en disant dans 20 ans c'est fichu, ça je n'en crois rien du tout. C'est pas une durée normale. Ça ne s'accélérera pas à ce point-là. Mais que, par exemple, quand on dit les glaciers vont fondre, oui, bien sûr. Je pense aussi, si ça continue comme ça, oui. La banquise va fondre, oui, je crois aussi. Mais la banquise, c'est de la glace de mer, hein. Donc que ça gèle ou que ça gèle pas, c'est la même mer. Ça change rien. Il n'y a pas un apport hydrique supplémentaire. Par contre, que le Groenland fonde, au moins en partie, ça ne m'étonnerait pas. Et ça va entraîner bien sûr une montée du niveau des eaux. Revenons largement en arrière, plutôt sur les origines, puisque sur l'origine de l'homme, parce que c'est quand même le thème qui vous préoccupe le plus depuis bien longtemps et qui préoccupe aussi tout le monde, qui intéresse tout le monde. C'est sans doute ce qui explique aussi le succès de votre domaine de recherche auprès du grand public. Donc, ce qui est étonnant avec cette question de l'origine de l'espèce, c'est qu'on a le sentiment de ne jamais avoir le mot de la fin. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que c'est si compliqué de revenir à ce qui fait le premier homme? Peut-être que ça tient aux critères aussi de cet homme, de ce premier homme. Mais d'abord, ce n'est pas... Il n'y a pas tellement de changements. Les changements sont exagérés par la presse qui aime bien le terme bouleversé. Regardez, il y aura forcément des fossiles nouveaux qui vont être découverts dans les mois, dans les années qui viennent. Et vous verrez les titres des journaux, tout est bouleversé. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Et la découverte l'étude récente d'Ardipithecus a entraîné aussi des grands titres de ce genre. Tout est bouleversé, on n'avait rien compris. Mais non, ça n'a rien bouleversé du tout, hein. Ça a apporté. Cette étude, pour préciser, peut-être qu'elle semblait dire que finalement c'était le singe qui descendait de l'homme et non l'inverse. Oui, mais ça a été titré comme ça. C'est un mot. C'est un mot. Ce n'est pas vrai. Alors, ceci étant dit, il y a ça d'abord. Donc c'est artificiel. Et puis il y a aussi le fait que les datations ne sont pas toujours faciles à obtenir. Et maintenant, on a un certain nombre de méthodes qui se recoupent et qui permettent une approche un peu plus rigoureuse des datations. Alors, c'est vrai qu'on a dit 3 millions d'années, mais c'était pour l'homme. C'est vrai qu'ensuite, on a dit 5, 6, 7 millions d'années, mais c'était pour le pré-humain. Moi, ça fait 30 ans que je dis 8 millions. Donc, vous voyez, je suis dans l'ordre de grandeur quand même. Et si on dit 10, c'est pour avoir une petite marge. C'est moi qui dis 10 d'ailleurs. Pour avoir une petite marge de manœuvre, si j'ose dire, une marge de sécurité. Mais imaginez que ce soit 8 au lieu de 10, c'est vraiment pareil, quoi. À cette distance-là, c'est pas parce que le préhumain démarre à 10 millions d'années que ça va changer quelque chose au lieu de démarrer à 8 millions d'années. C'est peut-être 8 et c'est parce qu'on n'a pas de fossiles, c'est tout. Mais là, la question devient en fait, qu'est-ce qui fait l'homme? C'est-à-dire sur quels critères est-ce qu'on va se reposer pour dire que l'homme a 10 millions ou bien 3 millions d'années?
Oui, alors l'idée, bien sûr, c'est que les, les êtres qui nous sont les plus proches sont les chimpanzés. Ça, c'est sûr. J'entendais tout à l'heure, je ne connaissais pas le chiffre, mais j'en avais calculé depuis longtemps. Ce serait 98,99% de gènes comparables. Donc on est vraiment tout proche des chimpanzés. Et, et si on est tout proche, ça veut dire que dans une pensée évolutionniste, nous avons des ancêtres communs, des ancêtres partagés. Donc on a des grands-parents qui sont aussi les grands-parents des chimpanzés. Ça fait drôle, mais quand on sait que ça remonte à 10 millions d'années, ça donne quand même une petite marge de tranquillité, si je puis dire. Difficulté à faire passer le message. Ouais. Donc, il y a 10 millions d'années, mais mettez 8 si vous voulez, il y a une bifurcation qui se fait, c'est-à-dire qu'il y a la route des pré-chimpanzés et des chimpanzés qui démarre, et puis la route des pré-humains et des humains. Donc on se sépare. L'ancêtre commun, le grand-père commun, il est là il y a 10 millions d'années. Et pourquoi on se sépare probablement pour des raisons écologiques. Voilà, à nouveau des raisons environnementales. Et contrairement à ce que disent certains, qui n'ont pas bien lu les textes, l'étude d'Ardipithecus, c'est le dernier qui a été très très étudié, le dernier préhumain qui a été très étudié, eh bien, il est bien dit, ce que je pense depuis toujours, que les préhumains se caractérisent par le redressement de leur corps. Et s'ils redressent leur corps, s'ils se mettent debout, ce qu'on est encore, c'est pour une raison. Ils ne se sont pas mis debout pour s'amuser. Ils se sont mis debout parce qu'il y avait une nécessité. Et pourquoi, quelle nécessité on peut avoir de se mettre debout, de se trouver, par exemple, dans un terrain découvert. Dans un terrain découvert, dans la nature, on craint quoi? Les carnivores. Hein. Les carnivores, c'est quand même la bête qui peut vous grignoter, donc il vaut mieux les éviter. Or, dans un terrain couvert, dans une forêt, vous êtes plus à l'abri, caché, que dans un terrain découvert. Donc si les êtres se sont mis debout, c'est probablement pour s'adapter à une ouverture du paysage. Et une ouverture du paysage qui s'est faite forcément par suite d'un assèchement. Et les auteurs, là, moi je pense ça depuis très longtemps, mais les auteurs qui ont décrit Ardipithecus récemment ont pris la même option. Alors on dit Ardipithecus a été trouvé en forêt. Ils disent pas ça, ils disent qu'il a été trouvé dans un terrain mosaïque. Alors ça veut dire un petit peu de forêt, un petit peu de prairie. Donc le singe, enfin le préhumain, celui-là, Ardipithecus, mais il y en a d'autres, il se baladait aussi bien dans la forêt assez claire d'ailleurs, pas la forêt dense, que dans la prairie. Et c'est pour ça qu'il est à la fois, comme il est debout, il est bipède, mais il est aussi arboricole. Il a des traits dans son anatomie qui montrent qu'il marche sur ses deux pattes de derrière, mais qui montrent aussi qu'il grimpe, quoi. Et c'est le cas d'Ardipithecus, c'est le cas de Lucie aussi. On avait démontré ça avec Lucie dès les années fin des années 70, début des années 80. Oui, donc ce serait la bipédie pour vous qui serait le critère de... La bipédie, en tout cas, est certainement le critère, mais le fait d'être bipède, le fait de manger à la fois des fruits dans les arbres et des racines à terre, ça veut dire qu'on change aussi de régime alimentaire. Et ça se traduit par un ruban d'émail beaucoup plus épais. Et si on change de régime alimentaire, si on change d'environnement, si on change de mode de vie, ça doit changer quelque chose dans la tête. Mais le cerveau, on y a accès seulement par des moulages du trou qu'il a laissé. C'est-à-dire qu'on ne sait pas bien ce qui s'est passé à l'intérieur. Mais rien que le moulage montre que se développent préférentiellement les zones antérieures plutôt que les zones postérieures.
Donc c'est plutôt les zones frontales, préfrontales, temporales antérieures, pariétales antérieures qui se développent. Donc c'est dans la partie antérieure de la tête. Et ça a continué. Regardez votre joli front, si je peux me permettre. Mettez-vous de profil. Oh là là, il est tout droit comme ça. Ça n'arrête pas de gonfler. Qu'est-ce qu'il y a comme chose là-dedans? Ah, terrible. Et oui, parce qu'en tout cas, la taille du cerveau n'est pas le critère, parce qu'on voit bien qu'elle n'est pas linéaire. Enfin, il n'y a pas une évolution linéaire de cette taille du cerveau. Statistiquement, quoi, ça a un sens. Mais ce n'est pas tout. Il y a la répartition de la matière cérébrale, la répartition des lobes en fonction de la répartition de cette matière cérébrale. Et puis la complication des lobes. Les lobes cérébraux, si vous ouvrez une tête, enfin, ça ne doit pas vous arriver tous les jours, mais quand on dissèque, quoi, par exemple, on voit que les lobes sont tout plissés. Et ils sont plissés parce que la matière cérébrale se développe, puis elle est limitée quand même en place. Alors quand un objet qui se développe est limité, il plisse. C'est ce qui se passe pour les montagnes, par exemple. Et d'autre part, l'irrigation aussi se développe. Et l'irrigation est évidemment un signe d'activité, puisque quand on a un cerveau actif, on a besoin d'avoir du sang. On a besoin d'oxygène, et l'oxygène vient avec le sang. Donc le sang arrive, et du coup, le réseau des vaisseaux se développe dans les régions qui sont les plus demandeurs. Parce que Lucie avait un petit cerveau, plus petit que ses... Ah, soyez gentil, Lucie. Bah oui, ouais. Mais elle était petite aussi. Je ne la connais pas, moi. Je peux me permettre. Elle avait un cerveau de moins de 400 cm3, oui. Bah oui. Enfin, elle avait... C'est pas haut, hein, 1 mètre 10, c'est pas beaucoup. Hein. J'ai fait un enfant tard, mais ça vous regarde pas. J'ai fait un petit garçon, il est né en 95. Et il a dû être surpris de la manière dont je le photographiais quand il a atteint 1 mètre. Quand il a atteint la taille de Lucie, qu'est-ce que je l'ai vraiment bombardé de photos. Il s'y prêtait volontiers, d'ailleurs. Je me suis dit, ça y est, maintenant c'est dépassé. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir été là.